Bonjour à tous et à toutes. Au gré de mes recherches, hein, sachant que j'essaie de faire un petit peu de veille historique ou archéologique sur l'histoire antique en général, je suis tombé sur un article dans Libération, donc qui date de 2015, sur Alexandre le Grand en Afghanistan. Donc on dirait en Bactriane à l'époque, hein, vous vous situez sur la carte. Alors, il faut rendre grâce quand même à l'article qui est relativement bien écrit. Il n'y a pas d'erreur historique. Alors c'est vraiment des interprétations voilà, qui posent souci à la marge, mais vous voyez d'emblée le chapeau quand même annonce un petit peu la couleur. Hein. On sait où on est hein, chez Libé. Parti de Macédoine à la conquête de l'Asie au IVe siècle avant Jésus-Christ, le conquérant de l'Empire perse a entrepris un détour par l'Asie centrale pour une expédition punitive contre le rebelle Bézus, qui préfigure la traque de Ben Laden par les Américains. Alors, vous voyez le parti pris. Bon. Qu'après, qu'on fasse un parallèle entre Bezos, moi je vais l'appeler Bezos, hein, avec le côté terroriste de Ben Laden, allez, pourquoi pas. Bon, sauf qu'il n'y a pas de concept idéologique ou religieux derrière, mais d'aller quand même comparer Alexandre le Grand à George Bush Jr., bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais ça me fait penser qu'une fois, je suis tombé sur un article Wikipédia, alors qu'il a été supprimé depuis parce qu'il n'était pas sourcé, mais d'une espèce de société secrète, enfin une société, on dirait, type loge maçonnique, qui réunissait en fait, dans une espèce de volonté d'universalisme, des fans d'Alexandre le Grand. Et il y avait pas mal de sommités de ce monde, notamment George Bush Jr. Bon, ça m'aurait pas déplu de faire partie de cette société secrète, j'avoue. Après, bon, faut voir un petit peu le pédigré des membres, mais en fait, c'est un article qui reposait uniquement, je parle d'article Wikipédia, qui reposait sur une seule source, sur un seul article, et je me souviens de l'avoir cité au tout début, quand j'avais refondu Alexandre le Grand dans la partie postérité dans le monde contemporain. Et depuis, l'article a été supprimé, donc voilà, on pourrait retrouver éventuellement, faudrait à la limite que je fasse une vidéo là-dessus. Ça paraît assez improbable comme truc, mais imaginez une espèce de club, de loge, de fans d'Alexandre le Grand, le côté universaliste, bon, occidentaliste sur les bords. Voilà, à prendre évidemment avec des pincettes, hein, c'est sûr. Bon, alors on va déjà remarquer la jolie photo de la vallée du Panjshir. Donc on est là en Afghanistan. Hein, il y a eu tant de combats depuis les années 70, depuis l'invasion par l'armée rouge et puis l'intervention américaine depuis 2003. Donc le conquérant a emprunté en 329. Donc on est ici là au sud de Kaboul. Là. Alors, en Afghanistan, on ne cesse de croiser Iskander, donc c'est le nom, on dirait, perse, qui ensuite est passé à la postérité en Asie, hein, alias Alexandre le Grand. Non que l'on sache précisément quel itinéraire le roi de Macédoine emprunta, mais les Afghans ne doutent jamais que le chemin qu'il suivit passe ici ou là. À les entendre, on croirait encore fraîche la piste du conquérant. Et quand on hésite entre deux routes, il est recommandé de choisir celle qui est supposée avoir prise. Ça rappellera aussi bien sûr le livre et puis le film L'homme qui voulait être roi. Bon, là aussi ça mériterait des vidéos hein, sur les traces d'Iskander. C'est un film qui m'avait marqué dans ma jeunesse et je crois qu'il a participé à ma fascination pour la conquête d'Alexandre, inconsciemment. C'est un très beau film où j'ai pas lu le livre. Je crois que c'est Kipling, hein, je vais pas dire de bêtises. Pardonnerai mon inculture littéraire. Comme l'armée américaine, oui, lorsqu'elle traquait Oussama Ben Laden en octobre 2001, avec son copain le Mollah Omar, Alexandre est entré dans l'actuel Afghanistan à la poursuite d'un fugitif du nom de Bezos. Alors, Bezos, qui en fait c'était un grand satrape, qui commandait la cavalerie lourde de Bactriane, donc satrape de Bactriane, et
Bah, après, Gaugamel, il avait continué le combat, on va dire, avec Darius. Il l'avait suivi dans sa fuite, mais finalement, il l'avait assassiné et pris le titre de roi achéménide Artaxerxès IV. Donc, parler de Thraque comme si c'était un terroriste, moi je veux bien, mais il faut surtout avoir en tête qu'Alexandre veut, éliminer l'assassin de Darius III, parce qu'il considère qu'il est le successeur des Achéménides, donc il se place dans une forme de légitimité, sachant qu'il a bien traité la famille de Darius, et qu'il estime qu'il n'y avait que lui qui avait, pour ainsi dire, le droit de vie et de mort sur Darius, sachant également, comme je l'ai dit, que Bézos avait usurpé le titre royal des Perses. Donc voilà, c'est quand même une sacrée nuance. Alors les forces du Macédonien rassemblent alors quelques 50 000 hommes, dont 32 000 fantassins et 5 500 cavaliers. Des lettrés, des savants, des musiciens, des aèdes, c'est des bardes on dirait, et des acteurs l'accompagnent. Ils ne négligent ni l'histoire ni la géographie, des conteurs de pas font partie de l'expédition, qu'on appelle les bématistes. Alors parmi les savants ou historiens, on peut citer notamment un disciple du stoïcisme, Onésicrite, qui est aussi un marin, qui va participer à la navigation sur l'océan Indien avec Néarque, et donc Onésicrite qui a écrit un compte-rendu de la conquête, et qui sera repris plus tard par Arrien dans l'Anabase. Même chose, on pourrait citer également Aristobule, qui est un Macédonien aussi, historien, ingénieur, et qui sera repris aussi par Arrien, avec aussi bien sûr le récit de Ptolémée. C'est ce qui fait qu'Arrien a délivré le récit le plus complet, si ce n'est le plus fiable, sur la conquête. Alors, il ne voyage pas non plus sans sa bibliothèque. On sait qu'il a pris avec lui des éditions de l'Iliade annotées par Aristote lui-même. Alexandre III de Macédoine sait que la guerre ne se résume pas à la faire. Ainsi apporte-t-il avec lui une culture qui lui permet de mieux comprendre l'autre, fût-il l'ennemi. Donc ça, c'est bien dit. Une énigme. L'Afghanistan est un casse-tête pour la logistique des armées. Bon, les Russes et les Américains s'en souviennent encore. Comment la sienne parvint-elle alors dans un pays semi-désertique? Attention, le climat était pas le même à l'époque. Attention, je suis pas climatologue, mais je suis quasiment certain que le climat était moins aride à l'époque. Mais bon, là aussi, ça mériterait de plus ample développement. À se procurer chaque jour au minimum 250 tonnes de nourriture et de fourrage pour les bêtes et 600 000 litres d'eau. Bézos, le rebelle qu'Alexandre traque sans répit, au point de se détourner de sa marche vers les Indes. Alors, attention, il y a un petit contresens, c'est après coup qu'il va vers l'Inde. D'abord, on ne disait pas les Indes, c'est un terme plus moderne, mais en fait, il est à Bactre, en fait, quand il est appelé par Taxiles, donc qui est un souverain indien, donc c'est le Pakistan actuel. Alors on l'appelle Taxiles, mais c'est un terme générique parce qu'en fait il vient de la cité Taxila, mais bon bref, les Grecs l'appellent Taxiles, et Taxiles appelle à l'aide Alexandre contre son puissant voisin Poros. Donc est-ce qu'Alexandre avait déjà le projet d'aller en Inde? Rien n'est moins sûr. Là, pour le coup, raccourci ou erreur historique. Donc Bézos s'attrape de Bactriane, un seigneur de guerre, donc j'avais dit qu'il avait commandé la cavalerie lourde de Bactriane, un petit peu les ancêtres des cataphractaires à Gaugamel. D'ailleurs, ils s'étaient bien tenus, les cavaliers Bactres avaient fait leur boulot. Donc il règne sur une province limitrophe de l'Empire perse dans le nord-est de l'Afghanistan actuel. Donc à cette époque, cet empire s'étend sur un territoire 100 fois plus vaste que la partie originelle, ce qu'on appellerait la Perside, proprement dit. Il commence au Nil pour s'achever au massif de l'Hindoukouche. Il est divisé en satrapies qui sont autant de vice-royautés héréditaires. Héréditaires, oui, autant des Achéménides, bon, oui, bon, sûrement. Le grand roi, donc c'est le terme que donnaient les Grecs, étant le suzerain général. Les mœurs n'y sont guère différentes de celles d'aujourd'hui. On fait défection au milieu des batailles, on se trahit sans vergogne, on se poignarde dans le dos. Voilà pour les diadoques aussi. Bon. Anachronisme, on pourrait dire sur n'importe quelle époque. Bon.
petit peu cliché. Alors, désir illimité de vengeance. Alexandre crut qu'il était envoyé de Dieu avec la mission d'organiser tout, de modifier tout dans l'univers. Il voulait assujettir à une seule forme de gouvernement l'univers tout entier, écrivit Plutarque, l'historien grec de l'Antiquité. Historien, on dirait plutôt biographe. Il y a des biographies parallèles, donc il avait fait une biographie parallèle d'Alexandre et de Jules César. La dernière grande bataille entre le conquérant et le roi des rois, Darius III, se déroula à Gogamel le 1er octobre 331 dans l'actuel Kurdistan irakien, près de la ville d'Arbélès. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois abusivement la bataille d'Arbélès, mais enfin c'est à 40 km. C'est une terrible défaite pour Darius III et son satrape Bézos qui commande la cavalerie. Donc la cavalerie, pas toute la cavalerie, mais enfin en tout cas la cavalerie lourde de Bactriane. Le sort de l'Empire achéménide est scellé. Alexandre entre à Babylone, la ville millénaire, la capitale du monde, qui l'éblouira à ce point que ses habitants seront épargnés et qu'elle ne sera pas pillée. Enfin, c'est surtout que les Babyloniens, ils étaient bien contents de chasser les Perses, notamment les prêtres de Marduk, et qu'ils l'ont accueilli avec beaucoup de bienveillance. Alexandre n'a jamais, juste pour le plaisir, tué, massacré des habitants de cité. C'est quand ils ont résisté, comme à Tyr ou à Thèbes ou en Inde. Mais bon, là aussi, c'est un peu d'anachronisme. Bon. Ouais. Alors, en revanche, Persépolis, l'extraordinaire cité du roi des rois, est incendiée. Bon, là, il y a un sens politique. Alors, soit c'est une beuverie qui a mal terminé, soit il veut venger la destruction des temples durant les guerres médiques. Auparavant, il se fait sacrer empereur à Suse. Alors, empereur, c'est... Non, roi. Vous voyez là, il y a des petites erreurs, on va dire. Bon, oui, il a un empire, mais là aussi, c'est un terme anachronique. Hein. Il est roi perse, quoi, on dirait, roi de la Perse, roi de l'Asie. Oui, roi d'Asie, c'est roi d'Asie. Son terme officiel, il va créer le terme de roi d'Asie, mais il n'est pas empereur. Où il a reçu, comme le veut la coutume, l'hommage des grands du royaume. Babylone, Suse et Persépolis, ces trois villes phares de l'Orient, sont entre les mains de celui qui ne se considère plus comme un chef grec, mais comme le roi de l'Asie, l'héritier des grands rois perses, le nouveau souverain de l'Empire, dont il défend désormais les coutumes et la culture. Bon, effectivement, ça c'est bien vu, hein, évidemment. S'opposer à la frange conservatrice des Macédoniens. Hein. Vous voyez évidemment l'exécution de Parménion et de Philotas notamment, ou de Callisthène, le biographe officiel, neveu d'Aristote, qui terminera mort en prison. Alors Darius III essaye de gagner Bactre, comptant y trouver des combattants. Donc sur son chemin, Bézos choisit de le renverser. Qui comprennent que voilà, son pouvoir est faible, qu'il est traqué de partout. Les conspirateurs poignardent leur ancien roi. Sans perdre de temps, Bézos se proclame empereur, là aussi non, c'est pas roi, sous le nom d'Artaxerxès V. J'ai dit 4 tout à l'heure. 5. Bon, vérifiez, on va dire qu'ils n'ont pas fait d'erreur, on va dire que c'est moi. Mais de l'Empire perse, il ne reste plus grand-chose. Alexandre fera envoyer le corps de Darius III à Persépolis afin qu'il soit inhumé en grande pompe aux côtés des autres rois, notamment Cyrus, donc le fondateur de l'Empire achéménide, Darius le Grand et Xerxès. Alors à voir, en fait, le corps a été découvert par une avant-garde menée par Ptolémée. Voilà, donc son corps lâchement abandonné au bord d'un chemin. Et il proclame son intention de se saisir de Bézos. Il ne lui pardonne pas d'avoir pris la place de son ennemi, dont la reddition n'était plus qu'une question de semaines, et de lui avoir volé sa victoire. Ce qui motive Alexandre, c'est une volonté de pouvoir absolu, une quête personnelle, un désir illimité de vengeance conjugué à une colère achillienne. La guerre contre Bézos est une guerre privée. Aujourd'hui, on la dirait illégitime. Pas tant que ça, il a quand même pris le titre de roi. Donc, on ne peut pas avoir de roi en Asie. Donc il y a quand même une certaine légitimité. Donc bon, c'est bien écrit, mais je ne le suis pas trop là-dedans. Là aussi, c'est un petit peu anachronique. À l'heure où s'engage la poursuite, Alexandre se trouve loin de la Bactriane. En octobre 330, après avoir fondé à Hérat, donc on est là au nord de l'Iran, une Alexandrie, une ville qui porte son nom, il crée l'Alexandrie d'Arakosi qui deviendra Kandahar, donc en Afghanistan. Hérat, c'est en... Excusez-moi, hein, Hérat, c'est en Afghanistan, pas en Iran. 2300 ans plus tard, la cité porte aujourd'hui le nom de son créateur. Il faudra encore 2 mois aux super-héros pour atteindre Kaboul, alors un simple village. Voilà ici, là.
Auparavant, il tient un discours étonnant à Hécatompyle, alors auparavant, un an avant, dans le nord de l'Iran, où fut découvert le corps de Darius III. Donc c'était un défilé très, très étroit. Bon, c'était la porte vers l'Asie centrale. Et il fait du George W. Bush avant l'heure. Oui, ils abusent. En insistant sur le péril que Bezos représenterait pour la civilisation s'il n'était mis hors d'état de nuire. Une argumentation tendancieuse car son ennemi ne combat plus que pour sauver sa peau. Non, Bezos, il va rallier des satrapes de Haute-Asie, il va même tenter de rallier les Scythes. Donc, non, il s'estime souverain légitime. Voilà, donc là aussi, des petits raccourcis, quoi. Bon, la guerre va changer de nature. Ce n'est plus le choc de deux impérialismes. C'est une grande armée contre des bandes. C'est la découverte de la guérilla. On y use des forces considérables, on les épuise contre de petits groupes insaisissables. C'est la guerre asymétrique. C'est valable à la limite pour la guerre en Inde, où certes Alexandre a quand même mené des répressions très très dures, notamment à l'égard d'un peuple de la vallée de l'Indus qui s'appelle les Maliens. Ouais, pourquoi pas. Allez, bon, ça passe, mais là aussi, je me méfie comme ça des anachronismes. Bon. Le conquérant, lui, a conscience d'incarner la civilisation. À ses yeux, les hommes des montagnes qui protègent Bezos, comme ils le feront 23 siècles plus tard avec Ben Laden, représentent la barbarie, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, à l'état brut. À cette époque déjà, on les connaît comme les gens de Ro, les habitants des hautes collines, ce que ce mot signifie en Pashtou, donc la langue du peuple des Pashtuns, hein, l'ethnie principale d'Afghanistan, dont les mœurs apparaissent aux guerriers d'Occident aussi immorales que terrifiantes. Oui, bon, là aussi, ça sent un petit peu l'anachronisme, on dira, voire un petit peu l'idéologie. En mars 329, le Macédonien repart chasser Bezos, qui tient toujours la Bactriane. Il a le choix entre 3 chemins possibles. Pour surprendre ses ennemis, il prend l'itinéraire le plus dur, le plus long, le plus exposé au blizzard, celui qui remonte toute la vallée du Panchir jusqu'au col de Kawak, à une altitude de 3848 mètres. Imprudent, il n'a pas pris en compte que l'hiver afghan est encore terrible en Hindou-Kouch. Le froid extrême, la neige abondante, la faim, l'épuisement, les apics glacés, les ravines dans lesquelles dévalent hommes et bêtes vont décimer ces 30 000 guerriers. Il n'y a pas eu 30 000 morts. Oui, il y a eu des milliers de morts au retour par la Gédrosie, hein, donc qui sont revenus par là, au sud du Pakistan. Plus grande erreur peut-être stratégique d'Alexandre. Mais là, non, il n'y a pas eu 30 000 morts. Des milliers d'entre eux périssent, certains pétrifiés par le froid qui les a fait se plaquer contre les falaises. Au fur et à mesure que le col se rapproche, on ne trouve plus d'arbres, donc plus de bois pour se réchauffer ni cuire la nourriture. Lorsqu'elle n'a plus rien à manger, cette armée au bord de la mort et du désespoir qui s'étire sur 25 km en vient à dévorer cru la viande des chevaux, assaisonnée de quelques herbes et feuilles de sylphion pour faciliter la digestion. Jamais la recherche d'un seul rebelle n'a été payée d'un prix humain aussi élevé. Oui, ça c'est cinématographique, bon, j'avoue. Pourtant, lui et son armée survivent. Il leur faut une quinzaine de jours pour retrouver la plaine et la nourriture qu'elle promet. Dès qu'ils arrivent en Bactriane, la satrapie se soumet. Terrifié, Bezos s'enfuit, la traque se poursuit. Quand il déboule dans la vallée de Bactre. Le régicide choisit d'aller se retrancher en Sogdiane, l'actuel Tadjikistan, de l'autre côté de l'Oxos, donc le nom actuel de la Moudaria. Donc on est là ici, l'Oxos. Et là, c'est le pays des Scythes, hein, au nord de l'Oxos, dont il veut espérer qu'il constituera une barrière infranchissable pour ses poursuivants. À l'abri, il y serait à même de reconstituer une nouvelle armée et recruter des tribus guerrières qui nomadisent dans les steppes d'Asie centrale. J'ai cité les Scythes, qu'on appelle aussi les Massagètes, plusieurs tribus. Les Perses les appelaient les Sakas. Mais les épreuves n'ont pas rendu Alexandre moins obstiné. Auparavant, il a un large désert de dunes à affronter. Et c'est donc de soif que son armée crève à présent, avec des chaleurs qui atteignent les 40 degrés. Beaucoup meurent de privation. Avant de traverser le fleuve, le Macédonien constitue une troupe d'élite, l'équivalent de nos forces spéciales, en sélectionnant 900 de ses meilleurs guerriers des volontaires de Thessalie.
Ça m'étonne parce que les Thessaliens, en tout cas les cavaliers, avaient été licenciés à peu près quand ils étaient en Perse. Quand on parle de forces spéciales chez les Macédoniens, j'aurais imaginé les tirailleurs agrianes ou les hypaspistes, voire les compagnons. Bon, oui, pourquoi pas, allez. Tous embarquent sur des radeaux. Bezos a fait brûler tous les bateaux confectionnés donc avec les pots des tentes de ses soldats et de la paille. Il leur faut 5 jours pour passer l'Oxos. En apprenant la nouvelle, les lieutenants de Bezos le trahissent à leur tour. Il est bientôt livré à Ptolémée, l'un des lieutenants d'Alexandre et futur pharaon d'Alexandrie. Pharaon déjà d'Égypte, et puis il n'a pas reçu le titre. Bon, là, c'est une erreur totalement récurrente que je leur pardonne. C'est Ptolémée II qui a pris le titre de pharaon. Ptolémée n'a pas osé. Donc il est déjà roi vers 305, ce qui est déjà pas mal, roi d'Égypte, mais il n'a pas pris le titre de pharaon, et encore moins pharaon d'Alexandrie, ça n'existe pas. Puis il est amené, enchaîné et dépouillé de tout ce qui pouvait le couvrir à Alexandre, qui, selon le récit de l'historien romain Quinte Curse, lui lance « Quelle fureur bestiale s'est emparée de ton esprit quand tu as eu le courage d'enchaîner d'abord, d'assassiner ensuite un roi à qui tu devais tant. Il est vrai que tu t'es déjà récompensé de ce parricide en usurpant le titre de roi. » Alors le chef macédonien le remet à Oxatrès. Attention, pas de confondre avec Oxyartès. Oxyartès qui est le satrape de Sogdiane, qui au départ était d'ailleurs avec Bezos et qui était le père de Roxane. Donc attention les confusions. Donc frère du défunt Darius, dont il a fait un chef de sa garde prétorienne. Je sais pas ce qu'ils appellent garde prétorienne, mais aussi anachronisme. Oui, la garde prétorienne, c'est les somatophylaques, bon, ils sont 9, les gardes du corps, les hypaspistes, bon, je vois pas trop de quoi ils parlent. Celui-ci défigure Bezos en lui coupant le nez et les oreilles. Donc ça, c'était un châtiment perse appliqué à ceux qui avaient trahi. Puis Oxatrès inflige toutes les avanies et mauvais traitements possibles au roi des rois déchus. Plutarque raconte son dernier supplice. On courba vers le même point 2 arbres droits, et l'on attacha à chacun d'eux une partie du corps de Bezos, et quand ces arbres furent relâchés, chacun d'eux, en se redressant avec vigueur, emportant la partie qui lui était liée. Bon, il était écartelé. Diodore de Sicile écrivit qu'Oxatrès et la parenté de Darius coupèrent le morceau de Bezos en petits morceaux, qu'ils expédièrent avec des frondes. Avec la mort de l'usurpateur s'achevait l'empire achéménide. Bon, déjà achevé, on va dire, après Gaugamel. Article bien écrit, bon, bien amené, 2-3 petites coquilles, mais on dirait anecdotiques, mais alors le parti pris de comparer la traque de Bezos à celle de Ben Laden, bonjour le gros raccourci. Alors oui, le côté guérilla, ouais, je veux bien, et puis ce sera aussi le cas d'ailleurs contre Spitamenès, un autre satrape en Sogdiane, qui lui sera livré d'ailleurs par les Scythes, qui vont finir par lui couper la tête et l'envoyer dans une caisse à Alexandre. Donc voilà, bon, alors je vais pas cracher sur Libération qui, on va dire, nous a fait un article à peu près correct historiquement parlant, plutôt bien écrit, mais méfions-nous des comparaisons, moi je m'en garde bien en général, que ce soit sur Wikipédia, dans mes vidéos ou en cours, voilà, oui, l'histoire globale, mais là c'est un petit peu gros raccourci, et puis on sent quand même un petit peu l'idéologie, ce qui rendrait presque sympathique indirectement Ben Laden, parce que on a l'impression que c'est le pauvre guerrier rose des montagnes défendu par les Pashtuns. Bon, là aussi on peut en discuter, même si évidemment on peut aussi condamner l'intervention américaine au Moyen-Orient post-11 septembre. Ça c'est encore un autre débat, mais bon. Voilà, donc gardons-nous des raccourcis, et voilà. Bah écoutez, à bientôt, et puis merci pour votre attention, et puis vos retours aussi. Allez, au revoir.